Bonsoir. En France, on aime les inventions. Savez-vous que la conserve alimentaire, la photographie, l'automobile ou même le béton armé sont toutes des inventions françaises? Ce soir, je vous propose une promenade au pays des inventions et des inventeurs. Nous allons découvrir celles qui vont changer notre vie de tous les jours, demain, celles qui la changent déjà aujourd'hui, et nous reviendrons même sur quelques inventions incroyables faites par hasard. Regardez le sommaire de cette émission. Ce soir, E égale M6 passe en mode invention. L'air fait. En l'air, sur terre, Payez comment, madame? Je vais payer avec mon téléphone. dans le milieu médical ou dans nos maisons. Il n'y a pas un poste de chauffage actif, effectivement, il n'y a pas de chauffage. Nous allons faire un tour du monde des inventeurs humains ou pas, qui changent ou sont sur le point de changer notre quotidien, nos loisirs, notre façon de manger C'est pas mauvais. ou de nous soigner. Le futur, c'est maintenant. Pour réagir à ces inventions, nous avons convié des spécialistes, Cette machine, c'est un robot chirurgical. des candides que vous connaissez bien, Ce sont des brachiques. et des inventeurs bien sûr. Votre invention, c'est un oiseau télécommandé. Si je veux monter, je me cambre. Les sensations de liberté, c'est génial. E égale M6, les inventions extraordinaires, 1 heure pour plonger définitivement dans le 3e millénaire. Étonnant, non? Sandrine? Oui. Ah bah tiens. Ah bah dis donc, c'est étonnant. Ah ouais. Une maison du futur. Une vraie maison du futur. Bonjour Sandrine. Un cube. Bonjour Alex. Un joli petit cube. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Mais de rien. Vous êtes devenus en quelque sorte les monsieur et madame invention d'M6. Alors ce soir, on va en découvrir quelques-unes. Je suis sûr, ça va vous étonner. À commencer, tu l'as dit Sandrine, par cette maison du futur très réussie qu'on va visiter dans quelques instants. D'ailleurs, regardez, je vais faire un petit peu de lumière. Ça se télécommande avec un smartphone, voilà. Les volets s'ouvrent. Ah oui, quand même. On va commencer par regarder comment, dans le domaine de la cuisine et de l'électroménager, les innovations, petit à petit, changent notre manière de vivre, de cuisiner. Et puis ensuite, on ira découvrir cette maison. Eh ben, on a hâte. Regardez. Elles n'en ont pas l'air, mais ces jeunes femmes sont en train de cuisiner. Souvenons-nous, faire la cuisine au siècle dernier, c'était ça. Mais depuis, les inventeurs ont rivalisé de créativité pour changer la vie de ceux qui sont derrière les fourneaux. Nous sommes chez Tessa. Ce soir, elle a invité 5 amis et elle va maintenant concocter un dîner pour 6 personnes. Un jeu d'enfant pour la jeune femme qui est équipée de robots révolutionnaires. Elle va préparer son menu, bœuf aux carottes et tarte aux pommes, en un rien de temps. Merci à ces robots, un épluche légumes électrique ou encore un épluche ail électrique. Pendant ce temps, son amie Héloïse fait aussi la pâte à tarte avec un robot. Mais il y a encore plus fort. Un robot livre de cuisine. Non seulement c'est le bras armé de celui ou celle qui fait la cuisine, mais en plus, il contient 50 recettes de cuisine. Pour chacune d'entre elles, il donne les ingrédients à incorporer au fur et à mesure. Exemple avec la mayonnaise. Le robot indique le matériel à utiliser. 1. Le batteur. 2. Les ingrédients et leur quantité dans l'ordre. Chaque étape est chronométrée, il y a juste à suivre les instructions du robot. Et en plus, outre les 50 recettes, le robot s'exprime en 8 langues. On peut donc aussi réussir sa mayonnaise et un tas d'autres recettes en suédois. Du coup, Tessa et ses amis ont largement le temps de se faire les ongles avant le dîner. Sortir faire un peu de shopping. Bon bah génial. Aussi. Clou du spectacle, un cuiseur révolutionnaire qui va lui permettre de préparer son bœuf aux carottes en à peine 5 minutes. Il lui suffit de verser l'huile, les oignons, d'ajouter le bœuf, les carottes et la bonne dose d'eau. Et c'est le cuiseur du 3e millénaire qui s'occupe du reste, à savoir mijoter et maintenir au chaud jusqu'à l'heure du repas. Pour moi, ce qui est pratique, c'est de pouvoir préparer les choses le matin et revenir le soir ensuite et que les choses soient prêtes. Il suffit juste de programmer l'heure du dîner, l'ordinateur intégré se charge du reste. Voilà. Quelques heures plus tard, le bœuf aux carottes est prêt. Le cuiseur l'a maintenu au chaud. Waouh, ça ressemble bon. Mais qui a inventé le mot robot? Eh bien, ce sont un écrivain et un metteur en scène tchécoslovaque, Karel et Josef Čapek. Ils désignaient ainsi des humains organiques artificiels qui apparaissaient dans une pièce de théâtre de 1920. Robot venant de robotnik, qui en tchèque signifie esclave. Et près de 100 ans plus tard, le robot est en passe de tenir le premier rôle dans la maison. Il est multitâche. Il ramasse les jouets, il range dans les placards, il remet votre salon en ordre
il fait la poussière sur les meubles, il débarrasse et nettoie les plans de travail. Mais pour l'instant, ce R2D2 du nettoyage et du rangement n'est qu'un prototype. Mais à quoi ressemblera la cuisine du futur ? Nous avons convié 4 curieux à la visiter près de Bruxelles au sein du Living Tomorrow, traduisez Vivre demain, une maison qui centralise les inventions les plus avant-gardistes. Bienvenue dans la maison du futur. Au siècle dernier, et encore aujourd'hui dans la plupart de nos maisons, un frigo ressemble à ça, un empilage anarchique de produits alimentaires plus ou moins frais. Et ça, ce sera bientôt du passé, car voici le frigo du 3e millénaire. Dans environ 5 ans, nous aurons tous a priori des écrans tactiles pour faire nos courses et payer depuis notre cuisine. Mais ce n'est pas tout. Grâce à cet écran tactile, vous allez avoir plus d'informations sur différents produits. Par exemple, ici, vous avez un menu avec du poisson. Eh bien, je veux vérifier le poisson que j'ai acheté. Vous voyez ici, en fait, une puce spéciale qui s'appelle RFID. Donc, c'est une puce qui travaille sur des ondes radio. Et normalement, dans le futur, à terme, tous les produits auront donc une puce RFID. Et vous allez voir, en scannant, en fait, cette puce, ici, un lecteur derrière l'armoire, on peut donc vérifier si le produit est encore bon. Vous voyez ici, cycle de froid qui est vérifié. Et donc là, malheureusement, mon poisson n'est plus bon parce qu'il a dépassé les 0 degrés. Il y a donc un capteur de température dans la puce. Dans la puce. Autre chose qu'on peut vérifier, c'est avec le menu, comment je dois le préparer. Eh bien, il suffit de l'amener à votre écran de télévision et vous allez en fait avoir un chef cuisine qui va vous montrer comment préparer votre menu avec du poisson. Voyons maintenant le contenu des assiettes. Si on fait un peu d'histoire, on s'aperçoit que nos habitudes alimentaires ont évolué au gré des inventions. La cocotte minute, le surgelé, les plats préparés. Alors qu'allons-nous trouver dans nos réfrigérateurs? Bah ça. Je crois que c'est bon. En fait, dans moins de 10 ans, on pourrait se passer du foie gras et manger via des sprays à inhaler. On ne croquera plus, on aspirera. Cette cuisine étrange s'appellera Wi-Fi, mais on aura tout de même le choix de continuer à manger du cassoulet, rassurez-vous. Du chocolat? Chocolat, et on sent comme un goût de fruits dedans aussi. C'est pas mauvais. Pour finir, transmutation au rayon dessert. Au siècle dernier, nous utilisions des moules en acier et souvent ça se terminait comme ça. Mais depuis, une autre révolution est en marche, celle du silicone, pour la cuisine, s'entend. Il est arrivé en force et on l'utilise désormais à toutes les sauces, au four, au micro-ondes ou au congélateur. Les moules en silicone s'adaptent à toutes les températures et peuvent prendre toutes les formes. Merci donc à l'inventeur du silicone, Frédéric Kipping, qui en 1901, dans le cadre prestigieux de l'université de Nottingham en Grande-Bretagne, a remplacé le carbone, la base du plastique, par de la silice, le constituant du sable. Et ainsi, il donne naissance au silicone. Du coup, alors que le démoulage avec de l'acier était un drame, avec le silicone, c'est la vallée du plaisir. En fait, grâce à sa souplesse, c'est un jeu d'enfant. Le silicone ne colle ni à l'endroit ni à l'envers, ce qui permet de donner libre cours à son imagination. Grâce au silicone, nous allons donner à nos menus la dimension d'un restaurant gastronomique. Et en plus, ça a l'air drôlement bon. Et vous n'avez pas fini d'entendre parler du silicone. Sandrine, est-ce que tu aimes les chips? J'adore ça. Est-ce que tu en manges souvent? Ben pas trop, parce que tu sais, ça fait grossir, il faut quand même faire un peu attention. Est-ce que tu sais qu'avec ce plateau ultra fin en silicone, tu peux te faire à toute heure des chips délicieuses sans une once de matière grasse? Et ça marche comment? Ah, mais tu vas voir, c'est très simple. Bon, ça tu connais, c'est une petite mandoline classique. Ça, c'est une pomme de terre. On va... Toujours la patate, toi. On va la râper, toujours, j'adore les patates. On va disposer ces quelques chips sur ce plateau. On va mettre un petit peu de sel. Sel de Guérande. Un petit peu de sel. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a pas de matière grasse. Du tout. Du tout. Est-ce que le micro-ondes est réputé pour faire des aliments bons et croustillants? Bah non, puisqu'en général... On réchauffe plutôt. Oui, puis En général, on réchauffes. réchauffe. Et bien, vous allez voir ce qu'on fait avec un plateau fin, un micro-ondes, du silicone. C'est parti. Alors, Ah oui, elles sont bien dorées. après, il n'y a plus qu'à goûter. Alors, Allez-y. est-ce qu'elles sont croustillantes? Est-ce qu'elles sont croustillantes? Ah, elles Elles ont sont l'air en chaudes. tout cas. Ah oui, elles sont aussi bonnes que des vraies chips, en fait. C'est hyper bon. C'est-à-dire que ce sont des vraies chips. Tu te rends compte qu'il n'y a pas une goutte de matière grasse. Moi, je veux un truc comme ça. Donc, l'explication est très simple. D'abord, le silicone est très fin, donc tu peux empiler les plateaux pour en faire plus d'un seul coup. Et à chaque fois, l'eau s'évacue par-dessus et par-dessous grâce à tous les trous. Vous voyez, on n'arrête pas le progrès. On peut en faire d'autres?
Alex, avant qu'on fasse d'autres chips, Oui. je vais te poser une question. D'accord. Tu as des amis chez toi, tu veux les rafraîchir. Problème, tu as oublié de mettre jus d'orange ou soda au frigidaire. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, moi, je sais pas. Eh bien, quelque chose qui, je suis sûr, va t'intéresser. Toi aussi, Sandrine, bien sûr. Ah, est-ce que vous connaissez ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un refroidisseur instantané de liquide. Alors, elle est à température ambiante. Ouais. Oui, ça va, c'est bon. Vous êtes d'accord? Très bien. Est-ce que tu peux, Alex, mettre un verre à la base de ce refroidisseur? Comment ça s'appelle? Ce refroidisseur de liquide, tu le laisses en permanence Au congélo. Ah oui, d'accord. dans ton frigidaire ou au congélateur. Alors attention, maintenant, regarde bien. Et c'est joli en plus. Et en plus, c'est joli. C'est très très joli. Tiens, regarde, on va remplacer les verres Ah, et on va le t'es donner. prêt pour le switch? Et on va le Attention. donner. Je suis prêt. Vas-y. Vas-y, hop, et T'as voilà. laissé tomber une goutte, Max. Oh, écoute, j'ai une éponge, ne t'inquiète pas. Oui, c'est frais. C'est frais. Je reconnais, c'est frais. Pourquoi est-ce que c'est en colimaçon? Pour que ça prenne du temps, pour qu'il y ait une grande surface de contact entre le liquide et le métal qui est très froid, il n'y a plus de glaçons à changer et ça refroidit tout de suite vos liquides. C'est tout bête. C'est tout bête. Mais, Astucieux. astucieux, il fallait qu'il pense. Bon, Santé, hein? on a mangé, on a bu, on fait quoi maintenant? Maintenant, nous allons découvrir d'autres inventions pour optimiser les performances énergétiques de sa maison. Des innovations qui nous concernent tous, ce sont celles qui touchent au chauffage et à l'isolation. À l'heure où l'énergie devient de plus en plus chère, les innovations se multiplient pour rendre nos chauffages plus économes, tout en restant très confortables. L'isolation fait également de grands progrès, au point que certaines maisons, en plein hiver, peuvent se passer totalement de chauffage. Regardez. Voici une charmante maison, mais si on l'observe avec une caméra thermique, le diagnostic énergétique est catastrophique. Les zones rouges correspondent aux endroits par lesquels la chaleur s'échappe. Conclusion, cette maison est très mal isolée. et ce n'est pas la seule. Voici en moyenne les pourcentages de chaleur qui s'échappent d'une maison. 30% par le toit, 20% par les murs et 13% par les fenêtres. Du coup, bien isoler sa maison ou son appartement pour faire des économies d'énergie est l'un des grands challenges du 21e siècle. Les inventeurs s'y sont penchés. Voici donc les innovations les plus marquantes pour préserver la planète. Partons à quelques kilomètres de Paris. Cette maison d'un genre nouveau appartient à Milena, architecte. Inventer un nouveau mode de chauffage de sa maison de 170 mètres carrés, c'est un des buts que s'est fixé Milena. Et pour cela, c'est très simple. Il n'y a pas de chauffage. Il n'y a pas un poste de chauffage actif, effectivement. Il n'y a pas de chauffage. Mais pour cela, il y a des astuces. En fait, cette maison passive capture la chaleur du soleil qui pénètre par de larges baies vitrées orientées au sud. Et encore mieux, la maison retient aussi la chaleur produite à l'intérieur. Mais quel est le secret de Milena ? Et s'échauffe surtout avec les apports internes, donc les gens, la cuisine, l'électroménager, les ordinateurs. Faisons la checklist. Le corps humain a une température de 37 degrés. Mais les appareils électroménagers et les ordinateurs produisent aussi beaucoup de chaleur. C'est cette chaleur que l'on va empêcher de s'échapper pour se chauffer. Autant dire que la maison doit être sacrément bien isolée. L'idée, c'est d'établir une barrière entre l'intérieur et l'extérieur. Pour cela, il faut employer des matériaux ayant une capacité de conduction de la chaleur la plus faible possible. Tout d'abord, les murs. Ici, on voit très bien l'épaisseur des murs. Donc ici, c'est la structure porteuse et tout le reste, donc tout ça, c'est de l'isolant. Et Milena a mis le paquet. Ces murs font 32 cm d'épaisseur, soit le double d'une maison ordinaire. Ils contiennent 8 cm de laine de bois et 24 cm de ouate de cellulose. La ouate de cellulose, ce n'est pas le meilleur isolant, non, c'est l'air. Mais pour emprisonner cet air, rien de tel que de vieux journaux recyclés, la base de la ouate de cellulose. On peut la poser en panneau ou la souffler directement dans des cloisons à isoler. Air plus ouate de cellulose, c'est la recette miracle écolo-économico-pratique. Du coup, la chaleur ou le froid ne pourront pas traverser la paroi et seront interdits de séjour à l'intérieur de la maison. Mais pourquoi la ouate est-elle si efficace? Voici un simple test pour le prouver. Nous avons 3 verres dans lesquels on dépose un glaçon. Le premier est laissé à l'air libre, le deuxième est couvert d'aluminium, le troisième enrobé de ouate de cellulose. Et 20 minutes plus tard... Nous avons nos 3 verres avec un glaçon dedans. Le premier qui était à l'air libre, ah ben, le glaçon il est devenu tout petit. Là, on va découvrir le deuxième, sous de l'aluminium. Ah, il a fondu, mais il est certes beaucoup plus gros. Et là, on va découvrir le troisième, sous de la ouate de cellulose. Hop. Ah oui, alors lui, il a quasiment pas bougé. Il a très peu fondu. Et donc, en alliant la ouate de cellulose et la laine de bois, Milena, architecte de cette maison passive, a réussi l'exploit de se passer de chauffage.
Deuxième astuce de Milena, le triple vitrage à ses fenêtres. Il y a donc 3 couches entre elles et le froid de l'extérieur. Il n'y a qu'à toucher la vitre pour s'en rendre compte. Il est peut-être à 18-19 degrés minimum. Troisième astuce de Milena, la ventilation. Ces tuyaux qui traversent toutes les pièces servent à renouveler l'air grâce à un système à échangeur thermique. Mais de quoi s'agit-il? Donc ici, ça c'est la centrale double flux avec l'échangeur thermique. Donc ici, c'est l'air de l'extérieur qui est froid. Et ça, c'est l'air de la maison qui est chaud, mais qui est vicié, donc il va être rejeté à l'extérieur. C'est très malin. En fait, l'air chaud un peu pollué, dont on ne veut plus dans la maison, en sortant, va transmettre sa chaleur à l'air frais et pur qui y rentre. Réchauffé, il sera ensuite diffusé dans toutes les pièces. On peut ainsi aérer sans ouvrir les fenêtres et conserver la même température, été comme hiver. Cette maison passive coûte en moyenne 25% de plus qu'une maison classique, mais elle sera rentabilisée au bout de 8 ans grâce aux économies d'énergie. Autre invention, en matière de chauffage électrique maintenant. En France, 1 personne sur 3 se chauffe à l'électricité. Un mode controversé, cher et peu confortable. Mais nos inventeurs sont passés par là. Nous sommes chez Michel, informaticien. Dans son bureau, équipé d'un simple convecteur, il n'arrive pas à se réchauffer. Alors en fait, j'ai froid aux pieds et j'ai froid aux mains. Voilà. Mais quand je touche le radiateur, il est brûlant. Nous avons demandé à Christophe Greenhill, responsable technico-commercial, de diagnostiquer son installation. Pour lui, ce genre de radiateur n'est pas adapté à ce type de pièce. Vous avez 25 degrés au niveau du plafond à peu près, en demandant 20 degrés à votre convecteur, et vous allez vous retrouver avec 18-19 degrés simplement au pied. Donc c'est pour cette raison en fait que vous vous retrouvez avec cet inconfort au niveau du chauffage tout simplement. Hein. D'accord. Grâce à ces images, nous allons observer les déplacements d'air que provoque un convecteur classique avec des lasers et des particules. En fait, l'air chaud plus léger que l'air froid s'élève pour aller stagner au plafond. Donc l'air froid qui est situé près du sol est aspiré par le convecteur qui va le réchauffer à l'aide d'une résistance interne et il va ressortir en haut de l'appareil. Du coup, au niveau du sol, il fait froid et l'utilisateur augmente la puissance du radiateur et ça consomme plus d'électricité. Pour que Michel n'ait plus froid, Christophe Greenhill lui installe un autre radiateur qui ne fonctionne plus par convection mais par rayonnement. Vous allez avoir un élément chauffant sur le verre d'une épaisseur relativement importante sur ce modèle-là qui va permettre le rayonnement de l'appareil sur l'ensemble de la pièce. Donc vous allez venir réchauffer entre autres le bâti de la pièce et une fois que le bâti est à température, c'est l'ensemble de la pièce qui vous rayonne dessus et c'est à ce moment-là que vous êtes dans le bien-être. Ce panneau émet comme le soleil des infrarouges. Voilà comment cela marche. Alors que le convecteur envoie de l'air chaud vers le plafond, le panneau rayonnant, lui, émet des rayons infrarouges comme ceux du soleil, dans toutes les directions. Il chauffe ainsi les murs de la pièce et ses occupants. C'est donc le même principe que le rayonnement du soleil, sauf que sur les radiateurs à rayonnement, il n'y a pas encore le bouton Côte d'Azur. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés. Allez, retournons à l'intérieur avec une nouvelle invention, le 2 en 1. Ce n'est pas un miroir, c'est un radiateur. Sous cet aspect design se cache le panneau rayonnant du 3e millénaire. Il a été mis au point par les chercheurs du CNRS. C'est une couche d'atomes ferreux que nous venons projeter sur un verre trempé. Donc ce que nous voyons là, la teinte du verre, du miroir, c'est notre résistance. Donc nous chauffons, nous rayonnons sur la totalité du verre. Même si les infrarouges pénètrent de quelques millimètres les murs ou notre peau, ce n'est pas dangereux pour la santé. En plus, on chauffe moins, on dépense moins d'électricité et on est tout aussi bien. Enfin, moins bien que là. Du soleil et des chansons. Pour finir, voici l'invention qui va permettre d'alimenter en électricité une ville entière grâce à l'énergie solaire. On la doit à Roger Davey, le PDG d'Enviromission, une société australienne. Son projet, construire une tour d'1 kilomètre de haut, soit 3 fois la taille de la tour Eiffel, afin de produire de l'énergie solaire. Le sommet de la tour sera exactement à l'altitude où nous sommes situés maintenant. C'est en fait une machine à fabriquer du courant avec de la chaleur. Une centrale solaire du futur dont la structure est une des plus complexes et des plus audacieuses au monde. Large de 130 mètres, la cheminée est entourée d'une serre géante de 5 km² où l'on peut implanter des cultures. Dans la journée, le soleil chauffe naturellement l'air de la serre, l'air chaud monte, il ne peut donc s'échapper que par la cheminée. En fait, l'air s'engouffre vers le centre où se trouve la tour.
Et en montant dans la cheminée, il active les turbines. Celle-ci alimente le générateur qui va produire de l'électricité. Je pense que c'est un peu comme trouver le Graal, une nouvelle énergie. Voilà pour la journée. Quant à la nuit, l'eau chauffée le jour élève suffisamment la température de l'air pour continuer à faire tourner la turbine. On pourrait ainsi alimenter entre 150 et 200 000 foyers en électricité 24 heures sur 24. Cette tour ne peut évidemment être construite que dans le désert. Et c'est aux États-Unis, dans celui de l'Arizona, à La Paz County, que cette tour verra le jour afin d'approvisionner une partie de la Californie en électricité. Bienvenue dans l'ère de l'énergie écologiquement correcte. Retour dans cette maison, une des plus innovantes de Paris. Sandrine et Alex sont en train d'y découvrir une invention française très astucieuse, un optimisateur de lumière pour fenêtres. Je vais vous montrer comment ça marche. D'accord. On va l'installer ici sur ce poteau. On va essayer de récupérer la lumière ici. Alors vous voyez, Je vous laisse faire. ça C'est vient- ton malheur si on casse un miroir. Mais ça se casse pas justement, c'est pas. Ça c'est craint pas, ça craint incassable. pas. C'est incassable. Ah. Et ça résiste même aux intempéries, donc on peut aussi bien le monter à l'intérieur, à l'extérieur. Bonjour Alexis. Ah ouais. Vous avez vu Bonjour, que c'est Marc. pratique? Ah, mais C'est très c'est non pratique. seulement pratique, c'est une invention extraordinaire. C'est un optimisateur de fenêtres en quelque sorte. Absolument, ça capte la lumière du soleil et ça la restitue à l'utilisateur en la projetant dans le logement là où on en a besoin. Donc ça fait plus de lumière, ça c'est un élément essentiel du confort. Ça fait aussi plus de chauffage naturel parce que le soleil qui rentre dans une fenêtre, il faut le rappeler, ça fait en hiver à peu près 25% du chauffage. C'est clair. Et plus on augmente la surface par laquelle rentre le soleil, grâce à ces déflecteurs, plus on est chauffé et plus on économise d'énergie. Merci Alexis. Merci. Sandrine, Alex, on se retrouve tout à l'heure. D'accord. Dans le domaine de la santé, les innovations se multiplient aussi pour venir en aide aux malades et réparer notre corps, notamment grâce, encore une fois, à des robots. Quand les robots se mettent au service de la médecine, ils réalisent des prouesses extraordinaires. Regardez. San Francisco, Californie. Rendez-vous chez Berkeley Bionics, une société high-tech, pour y découvrir l'une des inventions qui va permettre à ceux qui n'ont plus l'usage de leurs jambes de marcher à nouveau. 30 ingénieurs et chercheurs ont mis au point une nouvelle génération de squelettes externes intelligents, l'exosquelette. L'idée est de soutenir l'être humain dans l'accomplissement de tâches qui lui étaient jusqu'alors impossibles. Si cette innovation a vu le jour, c'est grâce à l'armée américaine qui en 2005 a commandé cet exosquelette. Sa fonction, aider un soldat à porter jusqu'à 100 kg de matériel dans son sac à dos. Grâce à un ordinateur intégré,